Le président du Salvador, Nayib Bukele, a destitué l'ensemble de la Cour suprême du pays dans le cadre d'une stratégie visant à lutter contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire et à consolider sa politique de sécurité publique. Cette mesure, ajoutée à la création du CECOT, qui est la plus grande prison d'Amérique latine, a marqué un changement radical dans la lutte contre la criminalité. Où Bukele lui-même a souligné qu'au Brésil, si le problème de la criminalité n'est pas résolu, c'est uniquement parce que la corruption est profondément enracinée, au sein même du système qui dirige le pays. Je pense que ce que le Salvador montre, ce qu'il démontre au monde, c'est que tous les problèmes ont une solution lorsqu'il y a une volonté politique. Et je pense que ce que fait le Salvador aura probablement beaucoup de différences avec ce que le Brésil doit faire. Mais oui, ce qui dérange beaucoup de gouvernements, c'est que le Salvador démontre que tout peut se faire avec de la volonté. Et que lorsqu'un pays ne résout pas son problème, surtout celui de la délinquance, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté de le résoudre. Et dans certains cas, ils sont complices des délinquants. L'épisode de la destitution de la Cour suprême salvadorienne a été vu non seulement comme un acte de rupture institutionnelle, mais aussi comme une réponse directe aux accusations selon lesquelles le pouvoir judiciaire salvadorien était complètement compromis par des pratiques de corruption. Bukele a soutenu que les magistrats avaient pris des décisions contraires aux mesures d'urgence visant à sauver le pays de la violence provoquée par les gangs. En remplaçant les juges, il a cherché à consolider un pouvoir judiciaire aligné sur les politiques de sécurité et de lutte contre la corruption, même sous les critiques d'organismes internationaux. Il a montré qu'il est impossible d'avoir un pays sûr, à condition d'avoir la volonté et le désir d'agir. Cette mesure résoudrait-elle la corruption au Brésil ? Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Vida no Cartel. L'impact de la politique de Bukele a été immédiat. Le taux d'homicide, qui était auparavant l'un des plus élevés au monde, a chuté de façon spectaculaire. Le régime d'exception, autorisant des arrestations massives sans mandat, a entraîné la détention de plus de 90 000 personnes liées à la criminalité. Bien qu'il ait été critiqué pour des violations des droits de l'homme, le modèle a obtenu un soutien populaire, avec des taux d'approbation supérieurs à 80 pour 100 vitraux. Pour de nombreux Salvadoriens, le sentiment de sécurité est revenu après des décennies de domination des gangs. Dans le domaine de la corruption, Bukele a annoncé un nouveau front de lutte, avec la création de lois obligeant à la transparence du patrimoine des fonctionnaires et de leurs familles, tout en durcissant les peines pour les crimes commis par l'intermédiaire de prête-noms. Dictature des gangs, ou dictature des criminels, ou dictature des narcotiques. Pourquoi est-ce une dictature ? De plus, le gouvernement a centralisé les municipalités pour réduire les dépenses et faciliter le contrôle. Cette offensive contre les fraudes et le détournement de fonds publics a renforcé le récit selon lequel le président cherche à éradiquer les pratiques de corruption tant dans le secteur public que privé. Le Salvador s'est distingué au sein du bouclier des Amériques, non seulement en offrant le CECOT comme structure pour emprisonner des criminels d'autres pays, mais aussi en partageant l'expertise acquise dans la lutte contre les maras, qui sont les gangs salvadoriens. La participation active du Salvador à la coalition militaire continentale a reçu les éloges et le soutien de Donald Trump, qui a reconnu les actions de Bukele comme nécessaires pour promouvoir la paix sur le continent. L'union des forces armées et de toutes les forces de police du Salvador démontre que le pays ne se limite pas à résoudre ses propres problèmes internes, mais cherche également à contribuer à la sécurité régionale en offrant une coopération en matière de renseignement, de logistique et de stratégie de combat. Cette position renforce l'image de Nayib Bukele comme un leader ayant fait de la sécurité publique une priorité absolue, faisant du Salvador une référence internationale.
En plus de la mise à disposition du SECO, le Salvador a participé activement à des réunions et à des opérations conjointes dans le cadre du Bouclier des Amériques, renforçant ses alliances avec des pays comme le Costa Rica et les États-Unis. Le partage d'informations sur les routes du trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les méthodes d'infiltration des gangs est considéré comme essentiel pour réduire la capacité d'expansion des organisations criminelles. Cette intégration régionale montre que la lutte contre la criminalité ne peut pas se faire de manière isolée et que l'expérience salvadorienne peut servir de modèle pour des nations comme le Brésil, qui font face à des factions puissantes comme le PCC et le Comando Vermelho. Les criminels réagissent par des coups de feu et des barricades enflammées. Depuis chez eux, les habitants suivent avec appréhension toute la mobilisation. La création du centre de confinement du terrorisme a symbolisé la nouvelle attitude du Salvador, car il s'agit d'une prison de haute sécurité conçue pour accueillir 40 000 membres de gangs dans des conditions d'isolement extrêmes. Cette structure a été présentée comme une étape majeure dans la guerre contre la criminalité, permettant au gouvernement de retirer des rues les chefs et membres des Maras qui contrôlaient une grande partie du territoire salvadorien. Le modèle salvadorien, bien que controversé, a inspiré des dirigeants d'autres pays d'Amérique latine. Des présidents comme Javier Milei en Argentine et Daniel Noboa en Équateur ont déjà manifesté leur intérêt à reproduire des méthodes similaires. L'idée que la lutte contre la criminalité exige des mesures exceptionnelles et une position ferme contre les juges et procureurs corrompus a gagné du terrain parmi les politiciens partisans de la ligne dure. Au Brésil, l'application d'un modèle similaire rencontrerait des défis importants. Le pays a des dimensions continentales, des polices d'État autonomes et des factions criminelles comme le PCC et le Comando Vermelho, qui opèrent avec des structures bien plus sophistiquées que celles des Maras salvadoriennes. Néanmoins, l'expérience de Bukele montre que la combinaison de la répression directe et des réformes institutionnelles peut produire des résultats concrets. Une adaptation possible pour le Brésil serait la création de prisons de haute sécurité, avec une gestion centralisée capable d'isoler les chefs de faction et de couper leur communication avec l'extérieur. Parfois, il y a des travailleurs qui entrent ici, tu comprends, qui n'ont rien à voir avec ça. Puis ils ressortent comme des braqueurs, ils sortent, on y va, tant pis, on n'a plus rien à perdre de toute façon. Nous avons là plus de 700 000 personnes incarcérées. Nous sommes le 3e pays qui emprisonne le plus au monde. L'idée, c'est qu'il faut toujours emprisonner davantage et il n'y a aucune préoccupation quant à l'endroit où ces détenus vont être placés. De plus, des mesures de transparence patrimoniale et un durcissement des peines contre les fonctionnaires corrompus pourraient réduire l'infiltration du crime organisé dans les institutions publiques. Le renforcement d'organismes tels que le COAF et la Receita Federal do Brasil serait essentiel pour tracer les flux financiers illicites. Le problème, c'est qu'au Brésil, bien souvent, ceux qui devraient enquêter et arrêter finissent par agir en faveur du crime lui-même. Cette inversion des rôles compromet la crédibilité des institutions et renforce encore davantage les organisations criminelles qui bénéficient alors d'une protection au sein même du système. Peu de gens le savent, Bukele n'était pas de droite mais de gauche et il n'a pas promis d'éliminer les gangs, seulement de négocier la paix. Mais il s'est rendu compte que c'était non négociable et il a changé de position, Aujourd'hui, il a 90% d'approbation au Salvador, n'est-ce pas ? Et qui sommes-nous, les Brésiliens, pour critiquer la population du Salvador qui, dans sa souveraineté, dans son intelligence, voulant échapper à l'horreur des gangs, n'est-ce pas, a choisi Bukele? Quand j'entends un collègue de gauche dire que Bukele est dictateur, Pimentel, d'accord. Toi qui vis sûrement à Ipanema ou Leblon, tu connais sûrement mieux le Salvador que les Salvadoriens. Et alors... Reste aguantão.
Lorsque les policiers, les juges et les politiciens se laissent corrompre, la lutte contre la criminalité perd de sa force et devient un cercle vicieux difficile à briser. Cette réalité met en évidence la nécessité urgente de lois plus strictes et efficaces contre les agents publics impliqués dans des pratiques illicites. Il ne suffit pas de punir uniquement les criminels ordinaires, il est essentiel de tenir également pour responsables ceux qui, par leur position de pouvoir, soutiennent et alimentent le système. La lutte contre la criminalité doit cibler d'abord les élites corrompues et les maintenir en prison. Comme on l'a vu avec l'opération Lavage à taux, l'un des plus grands scandales de corruption au monde, aucun condamné n'est resté en prison, tous étant aujourd'hui libres. Il est également essentiel de combattre la corruption dans le pouvoir judiciaire brésilien. Des cas de juges et de magistrats de cour d'appel impliqués dans des systèmes de protection de criminels montrent que le problème ne se limite pas aux rues. La destitution de la Cour suprême au Salvador a été un acte extrême, mais elle a mis en lumière le débat sur la manière de garantir que le pouvoir judiciaire ne devienne pas complice du crime. Au Brésil, des réformes structurelles pourraient être débattues, afin d'accroître la responsabilisation des magistrats et de protéger ceux qui agissent honnêtement. L'expérience de Nayib Bukele au Salvador montre que des mesures audacieuses et controversées, comme la destitution de la Cour suprême et la création du CECOT, peuvent transformer la réalité d'un pays autrefois dominé par les gangs. Pour le Brésil, cet exemple invite à réfléchir à la nécessité d'affronter non seulement les criminels dans les rues, mais aussi les structures institutionnelles, politiques et financières qui permettent le renforcement et la perpétuation de la criminalité. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur la question de savoir si l'état d'exception dans les zones dominées par le trafic serait efficace pour atténuer les tentacules du crime, et pourquoi il est si difficile que cela se produise au Brésil. Ici sur Vida no Cartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!